ouais, je voulais juste distinguer encore échauffement et étirement un petit peu. Parce que pour beaucoup de patients, je me suis rendu compte au cabinet que ils ont du mal à faire un petit peu la différence. L'étirement, c'est vraiment le fait de... J'avais fait d'ailleurs une vidéo avec Ludovic pour le marathon de Colmar sur les étirements, justement. C'est quelque chose de bien différent. Il faut, en niveau échauffement, il faut essayer le but, c'est justement de chauffer le corps, chauffer un petit peu les muscles, mettre en route aussi le système cardiovasculaire. Et c'est d'ailleurs deux choses différentes. Justement, on en discutait avec Gauthier. Il faut vraiment bien distinguer les deux choses. Il faut chauffer les muscles, mais il faut aussi chauffer le cœur. Donc, quand vous allez faire votre petit footing avant les 10 km dimanche, ça va mettre en route un petit peu le système cardiovasculaire, ça va chauffer un petit peu la machine. Mais après, il faudra aussi mettre en route aussi les muscles. La clinique du coureur justement avait essayé de regarder un petit peu le schéma de course à pied, les différents mouvements qu'on fait dans les courses à pied. Et ce qu'il faut, c'est essayer de les reproduire. Alors on a la vidéo, mais on va peut-être du coup la passer. Et puis, en gros, quand vous courez, le schéma, c'est je monte le genou. Donc tout ce qui est éducatif de monter le genou, ça permet déjà d'initier un petit peu ce mouvement-là. Après, on descend. Donc c'est tout ce qui est mouvement un petit peu dans les éducatifs quand on va taper un petit peu vers l'avant. Il y a la première phase, ils avaient fait la phase A, B, C, D, ils avaient divisé en 4 phases en fait. Donc A, B c'était je descends, C c'était je pousse vers l'avant, donc c'est finalement faire, quand on fait des éducatifs, faire des foulées bondissantes. Donc essayer de mettre en route un petit peu ces muscles-là. Et D c'était je ramène le pied vers la fesse, donc les talons fesses en fait. Et si vous faites justement, c'est en éducatif un petit peu progressivement, montée de genoux, on tape des pieds un peu les ciseaux à l'avant, foulée bondissante et talons fesses. C'est un moyen de mettre en route un petit peu là plutôt tout ce qui est musculaire. Comme ça on passe les vidéos. Tu voulais rajouter quelque chose Gauthier là-dessus? Ouais, sur le... J'ai essayé de le faire du coup en version plus condensée mais... L'échauffement musculaire c'est ce qui paraît le plus important en fait quand on démarre une séance d'entraînement spécifique ou même une course. On a tous tendance au stade où les voit en général ils font le footing et après ils démarrent la séance directe un peu agressif. Et là il y a quand même de forts risques de se blesser alors qu'effectivement si on fait des gammes bien strictes, aujourd'hui même montée de genoux, talons aux fesses, pas griffé, pointe de pied, foulée bondissante. Là, on monte en température le système musculaire et pas que la pompe cardiaque. La pompe cardiaque, c'est le footing. Et à la suite de ça, on fait quelques accélérations progressives, à peu près sur l'allure de la séance qu'on va effectuer. Et là, on a moins de chances quand même de se blesser que quand on fait juste un petit footing de 15 minutes et qu'on enchaîne direct avec des 100 mètres. Ouais, on finit par un travail spécifique par rapport à l'effort qu'on va faire. Si vous faites un 5 km, vous ne partirez pas à la même allure qu'un marathon. Donc une fois qu'on a chauffé les muscles et qu'on a fait justement le footing qui chauffe le cardiovasculaire, on finit par cette allure spécifique qu'on va adopter après derrière sur l'effort. Et ça c'est bon pour la course et pour les entraînements. Oui, et pour les entraînements, oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Oui, et pour les entraînements aussi, oui, tout à fait. Oui, il ne faut pas... Oui. Oui, c'est vrai, parce qu'on va de toute façon varier l'allure après sur l'entraînement. Les entraînements, ouais. C'est bon? Des questions? Et combien de temps tu considères comme ça en termes d'échauffement? 40 minutes. Ouais. Je suis arrivé déjà. Ouais, en général, le footing, c'est bien une vingtaine de minutes. Et puis après, tous ces exercices-là, en les enchaînant, ça nécessite encore un petit bout de temps. Un bon quart d'heure de footing, mais après c'est du footing très léger pour mettre en route un petit peu le système. Après, avec les gammes et la préparation avant une course, entre une demi-heure et 40 minutes. Tout ensemble quoi. 10 minutes de footing, 10 minutes de gamme, on est déjà à une demi-heure. On est à une demi-heure. Avec quelques petites accélérations, ça fait 35 minutes. Ça va vite, ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Après, il y a cette notion, certains disaient, pour un ultra trail, on va peut-être pas faire... donc c'est pour ça qu'il faut adapter, ce que je disais tout à l'heure, adapter un petit peu par rapport à la vitesse à laquelle on va partir derrière et la distance qu'on va adopter derrière. Je pense que c'est logique aussi. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais... On va travailler. Si tu cours 5 km, il faut que tu sois vraiment...
plus la distance elle est courte, de toute façon, et plus votre réchauffement il va être long. Hein. Ça c'est sûr et certain. Si vous partez pour un 800 mètres, c'est évident, ouais, c'est clair. Les sprinters, je sais pas s'il y a des sprinters dans la salle, mais ouais. Franca. C'est Franca. Non, c'est bien tenté. C'est bien, tu laisses la chauffe 2. C'est pas tous un échauffement cardiovasculaire, il y en a certains qui font juste des canons. Ah oui, d'accord. C'est ça qui est le principal. Un petit point encore sur lequel je voulais venir, les particularités anatomiques et cinématiques. J'ai mis biomécanique, mais plus cinématique un petit peu. J'entends souvent des patients qui me disent ouais, moi j'ai les pieds qui sortent un peu, j'ai les genoux qui rentrent un peu, j'ai toutes ces déformations. Ou même en courant, quand je cours, je sens mon pied qui part un peu sur l'extérieur. Alors j'ai voulu le changer. J'ai des patients qui m'ont déjà dit on m'a dit quand je courais, j'avais les genoux qui rentraient. Alors j'ai essayé de me forcer à avoir courir avec les genoux bien droits, bien dans l'axe. En fait, s'ils sont ancrés, s'ils ont toujours été, si ça a toujours été la façon de se déplacer, si c'est une particularité anatomique qui a toujours été là, le but, on ne va pas la changer. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'elle est là, on ne va pas chercher à aller à l'encontre. Donc j'ai des patients comme ça qui viennent et qui me disent on m'a dit, quelqu'un m'a vu courir, on m'a dit c'est vraiment moche comme tu cours, il faut que tu modifies un petit peu ça, c'est pas top quoi. Alors Usain Bolt, il a une scoliose énorme, ça je sais. Est-ce qu'il rentre les genoux, ça je sais pas. Mais là j'ai justement une vidéo avec quelques coureurs justement. Prisca Gepto. Vous allez la voir courir. Alors, elle sera là à droite. Je sais pas si vous voyez un peu. Elle a son genou qui part, mais complètement sur l'extérieur comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est pas très beau quoi. À regarder comme ça, on se dit, mais bon, ça court vite quand même. Hein. On en a. Alors je crois que c'est toujours la même. Là on le voit bien aussi, vraiment les genoux partent complètement sur l'extérieur. Et après on en a encore une troisième. Et vous voyez aussi la cheville. On va bien voir la cheville après pour le. C'était qui du coup? C'est Frère Moutaï. Là, si vous regardez un petit peu la cheville, il a le pied qui s'affaisse complètement, qui rentre complètement. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Bon, c'est filmé un peu bizarrement. Hein. Mais vous voyez le pied qui rentre complètement à l'intérieur, qui vient vraiment s'effacer. Mais en fait, ils ont toujours eu cette chose-là. Donc, on ne va pas chercher à dire, non, on modifie ça. En fait, son corps, il s'est adapté. On revient toujours à cette première diapo que je vous avais mis. Son corps, il s'est adapté finalement à ça. Donc, on ne va pas aller chercher à modifier ça. Donc, en fait, il n'y a généralement pas de lien. Généralement, parce que les études ont montré des fois des liens, mais c'était très faible, avec un indice très faible dans l'étude. Donc, c'est pour ça que grossièrement, il n'y a pas de lien sur une particularité anatomique ou cinématique installée. Donc si elle est installée, si elle est toujours là, normalement, il n'y a pas de raison finalement que ça se modifie. Avec la petite phrase en dessous, sauf si c'est secondaire à un changement aigu. C'est-à-dire que si maintenant vous faites une entorse de cheville et que, je ne sais pas, spontanément vous vous mettez sur un positionnement de protection et que vous allez modifier un petit peu, là oui c'est un changement qui est récent, aigu, là ça peut jouer là-dessus. Mais si c'est quelque chose où ça a toujours été, c'est pas le moment de le changer finalement. S'il y en a qui sont intéressés par un peu de lecture par rapport à ce que je vous ai, ce dont je vous ai parlé ce soir, il y a un petit bouquin qui est tout fin, guide de la foulée avec prise d'appui avant-pied. C'est ce bouquin-là. C'est assez fin, ça se lit facilement et il a été fait plus pour le grand public, pour essayer d'expliquer un petit peu ces notions de biomécanique, un peu ce que je vous ai expliqué là en bas. Il donne des exemples d'exercices. Par exemple, si justement vous allez courir un petit peu plus sur l'avant-pied, vous allez plus solliciter vos mollets. Donc un simple exercice de corde à sauter un peu de temps en temps pour stimuler un peu ces mollets, ça peut être des exercices qui peuvent être intéressants. Il y a une autre, encore une fois, c'est la course à pied, posture, biomécanique, performance, c'est le même auteur, Frédéric Bricot, c'est ce bouquin-là qui est juste un petit peu plus, beaucoup plus technique, on va dire. Beaucoup plus technique, c'est avec un langage peut-être un peu plus scientifique, un petit peu plus poussé, mais qui est très intéressant aussi. Vas-y.
Voilà, j'ai juste mis la couverture encore. Et puis le troisième, certains me disaient tout à l'heure que vous l'aviez lu, c'était Born to Run, qui est plutôt intéressant, où ils évoquent justement un petit peu... Alors c'est un bouquin, pour la petite anecdote, qui a fait un peu de mal aussi à tout ce qui est course un peu minimaliste, mine de rien, parce que quand il est sorti, tout le monde, alors plein de gens l'ont lu, et derrière, tout le monde a voulu acheter les fameuses Five Finger ou ces modèles un petit peu, Virginie confirmera, ont voulu acheter ces modèles vraiment ultra minimalistes. Et les mecs qui faisaient leurs 15 bornes le week-end d'avant, ils se sont dit, tiens, j'ai lu ce bouquin, il est génial, je vais m'acheter ma paire de chaussures et je vais refaire mes 15 bornes habituelles le week-end. Ils se sont tous blessés, ils se sont tous fait mal, ils ont dit, ça c'est nul. Et suite à ce bouquin, il y a beaucoup de marques qui ont lancé des modèles beaucoup plus minimalistes et ça avait pas mal suivi derrière ça. Mais finalement, derrière, il y en a pas mal qui se sont blessés parce qu'ils n'ont pas respecté cette notion de progression. Et ça, s'il y a un truc à retenir ce soir, c'est vraiment cette notion de progression. Je compte sur vous pour ça, si justement il y a cette volonté de changer un petit peu de foulée, soyez très très progressif, sinon vous allez vous blesser. Et ça, c'est super important. Et donc le bouquin est super chouette à lire, s'il y en a qui veulent le lire, franchement il est top, mais voilà, pour la petite anecdote, il avait fait un petit peu de mal ce bouquin. Voilà. S'il y en a qui sont plus vidéo, il y a une vidéo sur YouTube, c'était Arte qui avait fait un documentaire, Sommes-nous faits pour courir, vachement intéressant. Aussi, la vidéo, elle dure 50 minutes, vous la trouvez sur YouTube, elle est plutôt bien faite. Il parle un petit peu de ce dont je vous ai parlé ce soir. Et vous avez la chaîne YouTube aussi de la clinique du coureur où vous retrouvez les vidéos. Alors, il y en a 2 vidéos que je ne vous ai pas passées du coup parce que j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Mais vous retrouverez pas mal de vidéos, des exemples d'exercices, de choses comme ça qui vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Voilà, et vous avez le site de la clinique du coureur où vous trouvez plein de... Il y a plein de rubriques et vous pouvez trouver une rubrique... chaussures par exemple, si vous voulez voir votre paire de chaussures, si elle est référencée sur le site, vous pouvez voir de quel indice minimaliste elle est. Est-ce qu'elle est à 40%, 50% d'indice minimaliste Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu peux montrer aux patients oui. comment tu leur... En général, au cabinet comment tu dis aux personnes de choisir leurs chaussures? Qu'est-ce que tu leur... Quand tu as la chaussure dans les mains, tu leur dis de regarder quoi pour que ça simplifie un petit peu pour les gens pour les clients. Un mec qui vient te voir au cabinet, qui te montre sa chaussure, toi tu lui dis qu'est-ce qui est bien dans sa chaussure, qu'est-ce qui est pas bien. Qu'est-ce qui peut être bien? Ouais. Qu'est-ce qu'il va vérifier quand il va choisir une chaussure dans un magasin? Sur là-dessus. Alors oui, les différents... Éventuellement. La clinique du coureur avait disait justement, donc par rapport à les patients que je les fais courir sur le tapis, en fonction de s'ils répondent bien ou non, parce que là on avait un bon sujet qui répondait bien, je lui disais de courir moins fort en tapant moins, il réagissait bien, je lui disais, donc des fois certains patients, je leur dis, écoute, garde ces chaussures-là, tu réponds bien en faisant ça, et essaye quand tu fais ton footing, de courir en faisant moins de bruit, et spontanément il va partir un petit peu sur cet avant-pied, ou s'il répond bien au 180 de cadence, je lui dis essaye de te focaliser sur une musique avec cette cadence-là, et ça marche bien. Mais certains ne répondent ni à l'un ni à l'autre, et la seule façon où ils vont vraiment courir correctement sur l'avant-pied, ce sera quand ils courront en chaussettes. Les 2 autres, ils ne vont pas réagir correctement. Et à ce moment-là, je les oriente sur des chaussures. La clinique du coureur avait défini un indice minimaliste à 70%. À peu près, on disait qu'à partir de 70%, les critères, si vous voulez, au niveau de la chaussure, étaient, on disait, suffisants pour que la biomécanique soit sur de l'avant-pied, en fait. C'était vers ça que tu voulais me dire, ou plus détaillé, plus détaillé par rapport justement à la. Alors il y a la notion d'épaisseur de drop, il y a la notion effectivement de souplesse de la chaussure aussi qui peut rentrer en compte un petit peu. Alors après, c'est ce qu'on en discutait encore avec Gauthier tout à l'heure, quand on est en recherche de vitesse aussi, finalement d'avoir une semelle assez avec une petite rigidité, ça peut être intéressant aussi quand on court. Il y a la notion de le drop, à mon avis, me paraît être important, et l'épaisseur de la semelle.
Et il a, ouais, mais c'est ce que j'ai défini tout à l'heure un petit peu. Ouais. Ah, tu voulais montrer par rapport à une chaussure qui ne l'est pas, par exemple. Oui, oui, d'accord, ok. Bah, là, il y a justement, on a eu une chaussure qui est plutôt épaisse, un plutôt gros drop. Là, il faut vraiment forcer pour essayer de trouver un peu de cette souplesse pour que le pied ait vraiment le bon déroulé. Et pareil sur le côté aussi. C'est ça que tu voulais, ouais. Tu fais pas une distinction. Oui, j'ai pas fait le, ouais, pardon. Pour un pied plat et un pied creux, tu fais différence, tu leur donnes des conseils différents. Non. Il parle d'une foulée, Jérémy. Quand tu as un pied plat, un pied creux, tu n'as déjà pas la même foulée de toute façon. Ouais. Donc en fonction de la foulée, il conseille l'une ou l'autre chaussure ou de regarder l'une ou l'autre caractéristique de la chaussure. En fait, moi, c'est plutôt ça que je retiens, c'est qu'en fond, il faut regarder d'où tu viens déjà, où tu en es. C'est pour ça que... Il y a ceux qui attaquent talon, mais il y a ceux qui n'attaquent pas forcément tout le temps talon. Il y a ceux qui démarrent en attaquant talon et qui démarrent sans attaquer talon et qui vont attaquer talon au bout d'un moment. Enfin, donc ça dépend, ouais, chaque coureur est différent. Donc c'est difficile de dire, moi je pense que c'est difficile de dire, il faut regarder ça et ça. Il faudrait techniquement passer par... mais de toute façon, c'est... Voilà. Ouais, complètement. De toute façon, on a chacun nos façons de faire et c'est du cas par cas, en fait. Hein. C'est vraiment... Oui, bien sûr, c'est du cas par cas et je pense qu'il faut effectivement regarder un petit peu la chaussure de chacun. Et puis, pour une petite anecdote comme ça, mais j'ai un patient qui est venu et je lui ai dit de venir, il avait 3 paires de chaussures. Et je l'ai fait courir avec ces 3 paires pour garder un petit peu. Et quand je vous disais tout à l'heure que la chaussure modifiait la biomécanique d'une chaussure à l'autre, on voyait qu'il avait un appui qui était des fois un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière, en fonction de la chaussure qu'il avait. Oui. Je vais aussi demander, il y a beaucoup de coureurs qui courent sur route et après ils disent je préfère le trail parce que c'est moins traumatisant et tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah, moins traumatisant. Ouais, disons que le sol, le terrain peut peut-être avoir un impact, effectivement. Ouais. Mais je pense que de toute façon, en trail, à mon avis, on fera pas de... comment dire, on peut pas attaquer talon dans la montée, par exemple. Quand tu as une montée raide, il n'y a personne qui peut attaquer talon. C'est techniquement pas possible en fait. Hein. Donc je pense qu'il y a des petites modifications aussi. Puis il y a les variations de rythme aussi qui plaisent beaucoup. La route, mine de rien, ça demande une certaine rigueur de garder toujours la même vitesse, alors que le trail, ces variations de rythme sont des fois mieux supportées aussi, même de manière générale. Et dans la descente en trail, ouais. c'est difficile d'attaquer avant pied. Oui, par contre, ouais. C'est un peu... Hein? On peut attaquer avant-pied. En fait, l'exemple que je donne souvent, c'est un peu comme au ski. Quand on est skieur débutant, on est sur l'arrière des skis et c'est un peu difficile de tourner quand on est dans la piste, quoi. Des fois, faut se pencher un peu droit dans la pente et puis c'est parti, quoi. Faire des pas des fois aussi un peu plus petits. On n'est pas forcément obligé de faire des foulées énormes. Faire plein de petits pas pour justement freiner un peu mais quand on regarde de façon générale quand même les coureurs, je regarde souvent un peu les coureurs élites pour essayer de se faire un peu une idée et souvent quand même ils sont sur l'avant, quoi. Si quelqu'un vient consulter chez toi, Oui. c'est qu'il s'est blessé à quelque part. Oui. Donc toi, tu vas analyser sa façon de courir Oui. et lui conseiller de courir plutôt sur l'avant. Quelle que soit sa paire de chaussures. Pour toi, la blessure ne viendra pas de la chaussure, viendra uniquement de la façon dont il court. Souvent la mécanique, ouais. Souvent, c'est plutôt oui, c'est souvent la mécanique, ouais. Mais je veux voir déjà, le patient là, à qui je vous ai montré les chaussures qui faisaient quasiment 400 grammes, c'était un patient assez lourd, assez costaud, il courait sur l'avant-pied, malgré cette chaussure. Mais depuis toujours, il courait sur l'avant-pied. Mais il me disait même quand je marche, alors j'ai du mal à l'imaginer marcher un peu comme ça dans la vie de tous les jours, mais il disait, parce qu'il me disait même quand je marche, je suis sur l'avant du pied. Mais oui, je vais essayer de modifier la biomécanique, effectivement. Mon but, c'est pas, je veux pas cibler forcément les chaussures et mettre tout le monde aux sandales ou aux five fingers. J'ai ramené une paire de five fingers, s'il y en a qui veulent le voir après, mais le but, c'est pas de ramener tout le monde à ça. Je suis pas en guerre contre la chaussure. Mon but, c'est d'essayer de voir un petit peu, déjà en fonction de la pathologie, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, la pathologie, c'est une pathologie du pied ou une tendinite d'Achille, par exemple. Si elle est récente, je ne vais pas lui dire cours pieds nus, au contraire, parce qu'il va encore plus solliciter son tendon d'Achille, si c'est aigu, hein, je parle.
Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment du cas par cas. Et mon but c'est plus sur la biomécanique. À terme, c'est vraiment la mécanique que je veux travailler. Donc c'est quelqu'un avec des Blessure genou, ouais, genou, hanche. Là, clairement, ouais, je vais essayer de l'amener vers une mécanique plutôt d'avant-pied, ouais. Mais très progressivement. Ouais, complètement. Avec Vincent, nous on court depuis maintenant plus de 30 ans. On a couru dans un mode minimaliste. Et c'est vrai que qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à un mode maximaliste au niveau des équipements? C'est les équipementiers. Ils ont sophistiqué à outrance. Et effectivement, on en discutait avec Vincent, il y a 30 ans, on n'était pas souvent blessé. Il y a beaucoup moins de kinés aussi. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir les meilleurs baskets, anti-torsion, le plus d'adhésion, sophistiqué à outrance. Et tout le monde est blessé. Exactement. Les genoux. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être moins, de tendinite. Mais le genou, le bas du dos. Et je ne vois pas comment on arriverait à sortir d'un mode de marketing maximaliste pour passer dans un mode marketing minimaliste. Est-ce qu'ils arriveraient à vendre des baskets à 70 €? Parce que si c'est moins sophistiqué, ça va coûter moitié prix. Je pense qu'on est dans un monde, malheureusement. Oui, il y en a certaines qui sont. Il y en a certaines qui sont. Un monde qui pousse à la consommation au détriment, je dirais, de l'éducation. Ce qui manque dans cette clé, c'est des éducateurs qui savent ce que c'est qu'une foulée, la technique de la foulée, Pour bien amener, la pose du pied, les techniques d'échauffement. Alors c'est vrai qu'en 30 ans, il y a 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus de coureurs, ce qui est bien pour le sport. Mais derrière, l'éducation sportive n'a pas évolué. Et surtout, je dirais, c'est le marketing des marques qui a pris le dessus. Ouais. Non, mais il l'a dit en même temps. En fait, je dis surtout en 20 ans, moi, ce que je vois, c'est que je peux pas parler dans un micro, j'arrive pas, je suis psychologue. Mais c'est important. En 20 ans, il y a surtout la typologie de coureur qui a changé. Donc, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où tu peux passer en minimaliste. Il y a 20 ans, on ne fonctionnait pas de la même manière. On rejoignait un club, on rejoignait des gens qui courent, on avait peut-être une façon de fonctionner, de voir, de penser et de vivre différemment. Là, les coureurs, ils se lèvent un matin, ils ont décidé d'aller courir. Ils n'iront jamais voir un club, ils ne s'amuseront même pas à aller voir sur internet, il n'y a rien du tout. Ils vont chez Decathlon, ils prennent une paire à 100 balles et ils vont courir. C'est un problème de typologie de coureur. Et c'est aussi pour ça que les marques ont réussi à fonctionner dans le marketing. C'est parce que les gens ne sont jamais allés voir. Enfin, je ne parle pas pour ma paroisse, je parle même pour les clubs, ils ne sont jamais allés voir des clubs. Après, peut-être que les clubs ont un travail à faire, un travail à faire pour aller récupérer les coureurs et leur faire moins peur. Parce que moi, j'ai des gens qui arrivent chez moi et qui me disent non, mais moi, je m'entraîne d'abord avant d'aller dans un club. Je dis non, allez tout de suite au club pour prendre les bonnes habitudes. Donc les marques se sont engouffrées clairement dans cette faille. Ouais, et c'est pour ça aussi, je pense que le but de cette conférence ce soir, c'était aussi ça, c'était de communiquer un peu sur des préjugés qui sont quand même bien ancrés dans la course à pied. Et ce que tu disais un peu, c'est des personnes qui pensent que courir, c'est d'abord je marche et après, quand je vais un peu plus vite, je cours. Et donc finalement, qu'ils attaquent du talon, ça les choque pas parce que c'est la même démarche, la même dynamique que de la marche, par exemple. Donc c'est pour ça aussi que une conférence comme ce soir, et le but, c'est justement d'en discuter, peut-être même encore autour dans votre entourage un petit peu là-dessus, c'est de... Il faut trouver la chaussure qui nous convient aussi. Parce que je parlais de beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier le confort non plus. Il ne faut pas se dire, ah tiens, Jérémy, il a dit, il faut qu'il y ait des chaussures, elle n'est pas trop ci, pas trop ça. Quand vous mettez le pied dedans, il faut que vous soyez à l'aise. Enfin, le confort, c'est quelque chose d'hyper important. Il ne faut pas oublier qu'on court aussi pour le plaisir. Et il ne faut pas que ça devienne une contrainte. J'ai une patiente, je l'ai fait courir un petit peu et elle était focalisée sur cette notion. Je lui avais dit de courir à 180, elle se focalisait là-dessus, elle me dit « Ah, j'ai perdu le fil ». Enfin, elle était... Je dis « Laissez tomber. Enfin, je veux dire, faut prendre plaisir encore quand on va courir. Je voulais revenir sur les gens qui font de l'ultra, pas en montagne, mais de l'ultra sur route. On les voit beaucoup, bon, j'en ai déjà fait un petit peu, mais on les voit beaucoup, ils font de la foulée rasante, quoi. Je pense que, au niveau des blessures, est-ce que c'est bon ou... Parce qu'ils courent beaucoup plus longtemps sur une distance plus longue. Ouais, ils veulent. Au niveau des risques des blessures, est-ce que c'est... Ils veulent s'économiser en essayant de ne pas trop lever le pied finalement et de. C'est des foulées rasantes, quoi. Enfin, ils sont vraiment droits comme ça, ils courent. T'as un avis à donner? Dis-moi. C'est
Ces gars-là, on connaît pas. Le micro. S'il vous plaît, le micro, il est où? Voilà, ceci n'est pas un goupillon. En général, ces personnes-là, on remarque qu'ils ne courent pas de l'avant-pied. Hein. Mais par contre, ils ont adapté une bonne technique parce qu'ils sont ultra légers. On le voit, ceux qui courent des 100 km, ils ne tapent jamais du pied, ils sont ultra rasants, il n'y a pas de dépense énergétique et il n'y a pas de stress qui est occasionné. C'est des gens qui sont entraînés et qui ont vraiment l'habitude d'avoir cette foulée ultra légère. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément tellement de blessures et qu'ils arrivent à courir des distances tellement longues. Oui, après c'est une histoire aussi, je pense, d'habitude. Si le corps il est adapté à courir des distances des 24 heures, des 6 jours, et si le corps est préparé à ça, c'est bon. Mais de toute façon, la préparation elle est tellement dingue pour faire des ultras comme ça qu'en général. C'est une population spécifique aussi, hein. Ça oui. C'est 1% des gens qui courent. On en a quelques-uns au club chez nous, et, ouais. C'est pour ça je pense. J'ai une petite conclusion, j'ai mis trois petites diapos encore. Peu importe la lenteur de ta course, tu seras toujours plus rapide que ceux qui restent sur le divan. Ça, je crois que c'est un truc qu'il faut vraiment retenir, c'est que, ok, on a des petits bobos quand on court, ça nous arrive, mais ça apporte tellement de bon de faire une activité physique, de courir, que je l'ai trouvé vraiment chouette cette diapo. Il y en a une autre aussi qui reflète un petit peu ce que l'on a fait ce soir. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Et ce soir, c'était vraiment mon but, c'était de vous amener des infos. Vous allez laisser mûrir un petit peu. Et puis, peut-être que vous serez confronté, je ne vous le souhaite pas, mais sur une blessure ou quelque chose, et vous repenserez peut-être à ce qui a été dit ce soir, et vous vous direz, tiens, je me souviens, Jérémy, il m'avait parlé d'un truc. Et donc voilà, donc, je l'aime bien, cette citation. Donc, je voulais la mettre. Et puis, une petite dernière encore. Cours après tes rêves, si tu ne les atteins pas, au moins tu fais du sport. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.